ce n'est pas le jour le plus long, mais l'émission la plus longue. Et oui, 5 heures d'émission. Bernard Werber qui est en face de moi, qui a l'air épaté. Vous faites 5 heures d'émission, bah ouais, 5 heures d'émission, vous allez rester avec moi peut-être jusqu'à l'aube. Non, je crois pas. Je vais tenter. Oui. Non, je plaisantais. Bernard Werber qui est là en face de moi pour un livre, Le Père de nos Pères dans Noctiluc, puisque nous allons passer 1 heure à peu près ensemble pour parler de ce roman, pour parler des origines de l'humanité également. Donc on va s'écarter un petit peu de la famille aujourd'hui. C'est la famille de l'homme. Hein, c'est quelque chose de plus général. Voilà ce qu'on va dire Bernard Werber. Justement, c'est la famille. C'est-à-dire c'est notre plus petit dénominateur commun entre tous les humains. On est tous en train de se battre parce qu'on a l'impression que les autres humains sont différents. J'ai essayé de trouver l'ancêtre commun, celui qui nous a tous réunis jadis dans le. Et il est étonnant. Il est très étonnant, il faut le dire. Je ne sais pas s'il faudra tout dévoiler, Bernard Werber. On va donc passer un moment ensemble. Ensuite, je rencontrerai les fans de Sheila. Et ouais, Sheila a un certain nombre de fans, vous verrez, et ils sont pas mal hein, quand même. Il y en a qui sont assez énervés, si je puis dire. Il y en a qui pleurent aussi carrément quand Sheila fait ses adieux. Ça date d'il y a un certain moment. Vous les rencontrerez par l'intermédiaire de la radio tout à l'heure. Et puis dans Noctiluc, évidemment, le cadavre exquis, une histoire qu'on continue pendant toute la nuit. Je sais qu'à une époque, vous écoutiez Bernard Werber. Quand votre bébé, votre petit garçon était tout petit, c'est ça? Vous donniez le biberon la nuit et vous écoutiez le cadavre exquis. Ouais, les histoires. Et vous m'aviez promis de téléphoner, vous ne l'avez jamais fait en fait. Parce que j'étais en fait comme un octambule, à moitié endormi, en train de donner en effet le biberon. Et de rêvasser en écoutant les histoires. Je n'avais pas une bonne voix. Oh, qu'est-ce qu'il raconte. On va commencer avec le disque de la nuit, c'est Hills, un disque que vous pourrez emporter en continuant l'histoire, justement, My Descent into Madness, voilà, anglais, accent breton si vous préférez. C'est le premier morceau qu'on écoute. No, I'm not a star. I'm a king of the road, yeah. C'est le sixième déjà oui, de roman, hein, proprement dit, je veux dire. Oui, la trilogie des fourmis, les Donc ça fait 3, les Thanatonautes, le livre de voyage. Et celui-là, ça fait le 6e. Et celui-là, mais je dirais quand même que ça fait 4. Dans le sens, non, qu'est-ce que je dis 5, dans le sens où les fourmis, les Thanatonautes et celui-là, c'est plus des ouvrages du même genre, alors que le livre du voyage et puis c'était un petit peu différent. Alors là, vous nous entraînez dans un monde totalement différent. Les fourmis, c'est très loin. Les Thanatonautes, aucun rapport avec ce livre, puisque vous nous entraîniez dans l'au-delà. Là, on part dans un monde bien lointain. Les origines, c'est une sorte de polar scientifique en fait que vous réalisez avec ce livre, une sorte de thriller qui fait flirter la paléontologie, en même temps la poésie, puisqu'on voit des primates dans l'ancien temps, je sais plus, j'ai noté, il y a 3,7 millions d'années, donc c'est complètement fou. Et puis en même temps c'est contemporain, puisque en parallèle, il y a 2 histoires parallèles en fait, et bien on voit une journaliste stagiaire qui s'appelle Nemrod, Lucrèce Nemrod plus exactement, qui enquête pour savoir pourquoi en fait un scientifique, dès le départ dans le livre, a été tué, un homme qui justement avait retrouvé le père de nos pères, c'est-à-dire le chaînon manquant. Alors qu'est-ce que c'est ce chaînon manquant pour ceux qui nous écoutent? C'est un peu abstrait le père de nos pères comme ça quand on en parle à la radio. Le chaînon manquant, c'est le moment où est apparu le premier être humain sur Terre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il y aurait pu y avoir que des animaux, et je dirais le lendemain est apparu un truc qui était différent. Un truc c'est nous, c'est ça? Ce truc c'est nous. Et l'Ancien Testament l'a appelé Adam. Enfin, dans toutes les mythologies, il y a des noms différents. Mais c'est sûr que historiquement, c'est le moment le plus intéressant à connaître. C'est-à-dire pourquoi on est là, pourquoi on a la conscience, et pourquoi on est à ce point dénaturé. C'est-à-dire on est capable de faire des choses inutiles, comme par exemple à parler. Là, je parle à la radio, ça ne produit pas de nourriture, ça ne produit rien. Ça divertit des gens. Il y a des gens qui sont peinés ce soir et qui sont contents d'écouter. Les animaux ne se divertissent pas. Donc le seul fait qu'on soit là à faire ça montre déjà qu'on est dénaturé. Les animaux se divertissent parfois, vous voyez, le chien joue avec une balle, le singe dans les arbres, alors là on va remonter au primate, s'amuse dans les branches. Oui, mais ils passent pas autant d'énergie que nous. Nous, maintenant ça devient 80% de divertissement. Ah, c'est vous peut-être, Bernard Werber, il y a des gens qui travaillent beaucoup et qui n'ont pas beaucoup de divertissement. Alors vous avez raison, il faut que je précise ma pensée. Il vaut mieux. Disons que nous ne chassons plus pour nous procurer de la nourriture. Ah bon? Nous ne faisons plus de cueillette. Et nous ne battons plus pour le territoire. Enfin, plus en France en tout cas. Et nous battons encore un peu pour monter dans la hiérarchie du troupeau, mais disons que notre énergie est utilisée différemment. En plus, on fait plein de trucs bizarres.
comme par exemple de l'humour, ça ne sert strictement à rien, sinon à nous détendre un tout petit peu. Et j'ai essayé de retrouver ça, retrouver ces sensations. Donc en effet, comme vous le disiez, il y a une partie polar pure qui se passe de nos jours à Paris, et en Tanzanie, et il y a une partie ensuite... en fait, il y a deux histoires voilà, parallèles, il y a deux histoires, c'est ça. C'est-à-dire que vous nous racontez sur plusieurs pages l'histoire de Lucrèce Nemrod, on la voit évoluer, rencontrer des gens, le polar, et puis est intercalé la vie du chaînon manquant. Entre chaque chapitre, la vie du chaînon manquant, où on retrouve les primates dans les arbres, etc., etc. Qui raconte lui-même ce qui lui arrive. Alors on ne sait pas qui il est, mais on sait... Il s'appelle Il. Voilà, je me suis dit que c'est la meilleure manière, plutôt que de l'appeler Timothy ou Arnold... En fait, vu qu'on ne sait pas qui il est, on va l'appeler Il. Ça le définit... en lettres capitales, quand même. Ça définit que c'est un type important, vu qu'il est en lettres capitales. Et ça définit surtout que lui-même n'a pas de nom. Il faut voir qu'à cette époque-là, non seulement dans le troupeau, les animaux ne se nommaient pas, mais en plus, ils n'étaient même pas capables de se compter. Probablement que ce genre de primate, puisque c'est quand même quelque chose qui ressemble assez à un primate, ce chaînon manquant, ne savait compter que jusqu'à 5, c'est-à-dire le nombre de doigts qu'il a compté sur sa main droite. C'est ce qu'il fait, il s'en rend compte d'ailleurs. Voilà. Et au-delà de 5, c'est beaucoup. Et donc quand il parle de son troupeau, il dit on est beaucoup. Et on va les voir peu à peu être éliminés dans différentes aventures, mais on ne saura jamais comme ils étaient au début. De toute façon, il en est tout le temps, il en meurt tout le temps. Ce qui était intéressant, c'était d'essayer de ressentir en moi cet ancêtre, pour le faire revivre. Et il faut voir que c'était une époque où il n'était même pas dans les cavernes, c'est même pas l'homme des cavernes, c'est l'homme des branches. Il vivait dans les branches, le soir il s'endormait, et leur grande trouille c'était de se faire voler la vie dans la nuit par un léopard. C'est-à-dire qu'au cours de la nuit, il y a des léopards encore qui font ça avec les singes, ils montent dans les arbres, ils attrapent quelqu'un et ils le mangent. Donc chaque soir, au moment où ils s'endorment, ils se disent pourvu que demain matin je sois vivant. Et le lendemain, quand ils se réveillent vivants, ils disent ouais, chouette, une journée de plus. Mais ce que vous avez fait, Bernard Werber, dans ce livre, c'est que tout doucement, vous nous avez montré, par les sentiments justement de ces primates, qu'il y avait une évolution qui se dessinait. Par exemple, à un moment, on le voit, Il, donc Il, en 2 lettres capitales, qui commence à être poète, qui a envie de voir le ciel, par exemple, et qui s'accroche aux jambes d'une femelle qui a été emportée par un aigle, je crois me souvenir. Et il a envie de voir le ciel, c'est pas du tout pour sauver la femelle, c'est pour voir le ciel, pour voir s'il peut voler, en fait. C'est aussi pour voir comment c'est là-haut. C'est aussi l'ancêtre de Saint-Exupéry et de Richard Bach. Et donc, c'est un primate pourtant, donc voilà. Il ne devrait pas avoir ce genre de sensation. Il évolue déjà. Disons qu'il comprend que... C'est-à-dire que normalement, tous les animaux qui ont peur des prédateurs et qui n'ont comme souci que de chasser et de ne pas être chassés, regardent qu'au niveau de leur regard, leurs yeux. Et lui, il lève un peu plus la tête et il regarde le ciel. Et ça sert à rien. Et il regarde les nuages. Et il se dit... Là-haut, il se passe quelque chose de très beau et très intéressant. Et là, c'est peut-être comme ça qu'est née en partie la conscience. Le ciel, regarder le ciel, ça ne sert à rien. Regarder le ciel, ça ne sert à rien. Il vaut mieux regarder ses pieds, regarder où on marche, regarder si on ne marche pas sur un hérisson, regarder s'il n'y a pas un piège, si on n'est pas dans les sables mouvants. Et donc, mon héros, qui s'appelle Il, fait cette erreur de regarder le ciel, et en même temps, c'est ce qui va permettre, qui va lui donner plein d'idées perverses, comme celle, par exemple, il arrive à se mettre à la place des animaux qu'il chasse. Il se dit, la hyène qui me chasse est un animal aussi intéressant que moi, et je vois pas pourquoi je ne lui céderai pas ma chair. Ce genre d'idée qui est complètement impossible dans le monde animal, ce genre d'idées perverses, je crois, et c'est le début de l'humanité. On arrive à page 387, alors là on est loin, je ne dévoile pas tout, parce qu'il faut quand même avoir envie de comprendre ce qui se passe, que va trouver la journaliste en rencontrant les différents professeurs, en se retrouvant face au club, comment il s'appelle ce club, le club, vous allez m'aider? Le club D'où venons-nous? Voilà, le club D'où venons-nous, que voulait dire cette lettre, ce S qui a été tracée sur un miroir par le professeur Adjemian, qui a été donc assassiné et qui lui avait découvert le chaînon manquant. Alors donc page 387, quelque part en Afrique de l'Est, donc il y a 3 763 452 années, dites-vous, 10 mois, 2 jours et 13 heures, il fait l'amour avec elle, de face, les yeux dans les yeux, l'instant est magique, prodigieux, unique, écrivez-vous, elle a un orgasme, il a aussi un orgasme, puis après s'être reposée, elle le quitte et part à la recherche d'une horde où elle pourra élever le petit à naître comme s'il était normal. Il n'ose même pas essayer de fonder, là j'ai passé quelques lignes, il n'ose même pas essayer de fonder sa propre petite famille, il sait qu'il est trop différent. Alors là, nous arrivons à famille, on se rend compte tout doucement que là, il va pouvoir créer une famille et non plus faire partie d'une horde
à part entière. Il va s'isoler, créer sa propre structure. Je vous entendais me relire, et il y a un mot qui va peut-être surprendre les gens. J'ai dit, elle a un orgasme et il a un orgasme. Et je vous dirais que c'est une découverte que j'ai faite récemment. Ça m'a pas frappé, moi, en lisant Bernard Werber, oui. Je profite de... Allez-y. qu'il est tard. Allongez-vous. Qu'avez-vous découvert, petit Bernard? J'ai découvert que l'homme pouvait avoir un orgasme. C'est-à-dire que jusque-là... Alors là, c'est grave. Vous avez quel âge? Non, je vous ai expliqué. Jusque-là, on croyait que l'orgasme de l'homme, c'était l'éjaculation. Et pour tout le monde, c'est ça. Enfin, c'est tel que c'est inculqué, je dirais. Il s'avère qu'il y a une autre sensation qui peut être avant ou après l'éjaculation. Je pense que nous avons beaucoup d'éditeurs qui maintenant écoutent et se rapprochent de leur poste. Vous devriez continuer, je les imagine. Donc il y a une autre sensation. Je le signale pour... Oui, il y a une autre sensation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une éjaculation masculine sans orgasme, et il peut y avoir un orgasme masculin sans éjaculation. Et ça, c'est des découvertes relativement récentes. Si tout le monde est au courant, tant mieux. Moi, j'ai découvert depuis peu de temps. Je regarde Maître Guillaume qui est en cabine, un garçon. Est-ce qu'il dit oui ou non? Pour ça, voilà, que je ne vois pas, il se cache la tête, pudique et rougissant. Donc on n'a pas la réponse des auditeurs qui ne sont pas là. Et vous le saviez? Écoutez, vous m'étonnez. J'essaie de comprendre. Non, j'ignorais. Vous croyez en effet que c'était lié? Oui, tout à fait, oui. Non, mais il y a une deuxième sensation. Vous pouvez nous dire ça un peu plus précisément ou c'est gênant? C'est dans le cadre de la famille. Oui, si vous pouvez lier à la famille, ça m'arrange. Alors au moment où l'on fait un enfant, voilà, on va dire ça comme ça au moins on relie à la famille. Je peux pas... Vous avez commencé, Bernard Werber, ce n'est pas moi qui ai commencé. Je vais pas me défiler, mais par rapport à la question, je ne sais pas encore pour l'instant si moi-même j'ai connu ça. Peut-être que ça s'est passé. Le problème, c'est comment le détecter, comment savoir si on est, si c'est juste une idée. Non, je vous écoute, je suis extrêmement précis. Comment détecter cet orgasme masculin? Alors, comment le détecter, Bernard Werber? Pour ça, il faudrait que nous, hommes, nous connaissions un orgasme, enfin, ce que vous ressentez. Si oui. Je peux dire. Je pense que ça doit être une sensation où il y a une déconnexion complète des nerfs. C'est-à-dire qu'il y a une sensation où on n'est plus... Mais l'homme aussi ressent ça. Pas toujours, non. Non seulement pas toujours, mais je dirais rarement. Les garçons en cabine ne disent pas grand-chose. Je vois des sourires ce n'est pas le thème de mon prochain roman, mais la sexualité est un domaine encore rempli de mystères. Ça pourrait être un très bon sujet. Oui, c'est un domaine rempli de mystères et d'inconnus. Peut-être même, on peut imaginer, Bernard Werber, là c'est de la fiction pure, mais le père de nos pères, qui nous dit qu'il n'avait pas un orgasme différent. Oui, je voudrais juste préciser quand même, parce que là, vous m'avez posé la question. Vous allez recevoir beaucoup de courriers. Chez Albin Michel, pour qu'il y ait un orgasme masculin, il faut qu'il y ait un accord des esprits au-delà des accords du corps. C'est-à-dire qu'avec les accords, un accord des chairs, on arrivera peut-être à une éjaculation, mais si les esprits, c'est-à-dire s'il y a un réel amour, on peut arriver à cette autre sensation qui est quelque chose de, je pense, de plus spirituel que mécanique. Voilà. Le tout, c'est d'allier les deux, c'est encore mieux. Oui, mais je crois que c'est rare et pas facile. Vous avez pris beaucoup d'anti-inflammatoires aujourd'hui, Bernard Werber? Oui, on m'a arraché une dent. Oui, on vous a arraché une dent, je me demande quel médicament. J'en ai pris beaucoup avant. Vous avez ingurgité, ça doit être ça, oui. Vous croyez que ça a des effets secondaires? Je sais pas, je me demande. C'est vrai que là, je sors juste du cadre du livre. Mais... On est bien sorti du cadre du bouquin. Mais vous savez, quand j'écris, je suis passionné par tout ce que je raconte. Et chaque fois que je fais une petite découverte comme ça... même sur les comportements, par exemple, du groupe, du troupeau de primates, j'ai découvert tellement de choses passionnantes sur la naissance des hiérarchies, sur comment ils se défendent, comment leur morale. Parce qu'il faut voir une chose, c'est que le problème de notre chaînon manquant, c'est qu'ils avaient de tels problèmes de survie qu'il n'y avait pas de morale. Pas de morale, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils utilisaient, par exemple, les vieux et les malades pour ralentir les prédateurs quand ils étaient poursuivis. Mais tout ça, c'était une question de survie. C'est-à-dire qu'à l'époque, on ne pouvait pas se permettre de dire « Attendez, c'est pas chouette, c'est pas correct, les femmes et les enfants d'abord ». C'était un monde où survivre 5 minutes était le seul objectif. Donc on lâchait en fait des proies pour pouvoir avancer plus vite. On lâchait les frères, dans le livre même. Tout à fait, il y a un frère qui tue un frère aussi. Ouais, il fait un coq en jambe pour que ça ralentisse le prédateur et que ça l'occupe. C'est un monde... C'est-à-dire que la famille en fait n'existait pas.
non seulement la La famille horde n'existait n'était pas mais- puissante dans ce sens-là. C'est-à-dire, ils se réunissaient en horde par intérêt tout simplement de survie. C'est pas de la gentillesse, ils n'ont pas dit ouais, on va se faire une bande de copains, on va circuler dans la savane. L'idée, c'était plutôt ensemble, on peut arriver à faire un mur pour arrêter un lion. Voilà. C'est un problème pratique qui à un moment a dû apparaître dans les troupeaux de singes. Actuellement, les babouins savent faire ça, certains chimpanzés, certains gorilles font ça. Mais ce qui est complètement C'est les petits fou villages. aussi, c'est quand vous racontez dans le livre, à un moment, donc il y a une hyène qui est attrapée par Hill et la horde, et enfin bref, alors qu'elle poursuivait Hill, hein, d'ailleurs c'est Voilà. une jolie séquence du livre, et ils se partagent le festin, mais ils se le partagent Pas n'importe bizarrement, ouais, pas n'importe comment. Justement, le fait d'offrir certains morceaux du corps de la victime à certaines personnes définit leur rang. C'est le foie par exemple. Voilà, hein, le qui foie. est, J'ai lu ça j'avais lu des documents sur les peuples cannibales en Afrique, et en effet, le foie était la partie la plus précieuse, la plus noble. parce Ouais. qu'il y a toutes les vitamines et il y a le plus de goût. Et par contre, il y a toujours cette habitude qu'on retrouve encore chez certaines peuplades d'Indonésie, de rechercher le cerveau et de le manger pour essayer d'avoir les capacités d'intelligence et les capacités de course. Donc là, quand ils attrapent la hyène, ils mangent tous le cerveau de la hyène pour essayer de courir aussi vite qu'elle. C'est des comportements qu'ont encore certains singes. Et après, il y a les mauvais morceaux comme la queue qui est distribuée à ceux qui ne valent pas le coup dans la horde en fait. Oui, c'est toujours amusant de voir tout ce que notre société nous a appris comme structure qui nous semble évidente, et de les enlever en se disant, tiens, quand on était des animaux, tout ça ne devait pas être des évidences. Tout ça, ils ont dû l'apprendre en essayant de survivre au jour le jour. Tout ça, ils ont dû l'apprendre en regardant qu'un animal est malade, quand il mange telle herbe, en regardant que se passe-t-il quand ils vont voir un troupeau de lions. Tout ça, je veux dire, c'est l'expérimentation directe. Il n'y avait pas de livre, justement, pour transmettre le savoir. Et chaque tribu devait refaire toutes les expériences et toutes les erreurs pour comprendre comment survivre dans la savane. La théorie de Darwin, l'homme vient du singe, donc elle est très connue, Bernard Werber. Vous êtes parti dans une autre dimension. Je ne sais pas jusqu'où je peux aller, vous voyez, parce que si on déflore le livre, si on dit... moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Ouais. Je sais que c'était un grand débat. Moi, j'aurais pas aimé savoir, ouais. C'était un débat à mon éditeur. Bon, ce qui se passe dans le livre, je présente toutes les hypothèses sur les origines de l'homme. Ça va de Darwin à Lamarck, en passant par Dieu, en passant par l'inceste, en passant par la superprédation. En fait, il y a plein de possibilités, voilà, en fait. Ouais. de la naissance de l'homme. Et vous donnez d'ailleurs des informations des hypothèses, je suis en train de les chercher, page 321. Par exemple, selon les Sioux, l'homme a été créé par un lapin. Ah oui, L'homme a trouvé un caillot de sang sur son chemin, du bout de sa patte, et il s'est mis à jouer avec. Le caillot de sang s'est transformé en boyau, le lapin a continué à jouer, et sur le boyau, on poussait soudain un cœur, puis des yeux. L'organe s'était transformé en un petit garçon, le premier petit garçon du monde, c'est joli comme tout. D'autres encore pour les Mexicains. Du XVIe siècle, Dieu a fabriqué l'homme à partir de terre glaise cuite au four, mais il a trop prolongé la cuisson. Tiens donc, la cuisson donc de ce premier homme, lequel est ressorti tout brûlé, tout noir. Alors Dieu s'est dit que ce résultat n'était pas satisfaisant. Il a jeté cette première ébauche au hasard sur terre et l'homme noir est tombé droit en Afrique. Dieu entreprit alors un deuxième essai, moins cuit, etc. Ou bien pour les Égyptiens. Moins cuit, je vais quand même terminer pour qu'on comprenne bien où ils veulent en venir. Alors si vous voulez, je vais continuer, ouais, effectivement. Donc l'homme a entrepris alors un deuxième essai moins cuit. Il en est résulté un homme tout pâle, tout blanc, trop cru. Dieu s'est dit qu'il avait encore échoué pour avoir mal réglé son four. Il a donc aussi jeté ce deuxième essai sur terre et celui-ci est tombé en Europe. Dieu s'est alors appliqué et a surveillé soigneusement la cuisson du troisième. Il le voulait bien cuivré, bronzé, doré à point. Cette fois, il a réussi et a obtenu un homme ni trop cuit, ni pas assez, un homme parfait, les Mexicains que Dieu a déposé au centre des Amériques. Alors évidemment, ça c'est la version mexicaine du XVIe siècle. Oui, c'est-à-dire qu'à un moment, les personnages évoquent toutes les mythologies expliquant la naissance de l'humanité. Mais ce qui m'amusait, c'était d'inventer ma propre mythologie, c'est-à-dire inventer ma propre raison de l'apparition de l'homme sur Terre. Peut-être qu'on le dira, mais alors peut-être pas tout de suite. Je sais pas. Moi, j'aurais pas aimé qu'on me donne la solution, parce qu'en fait, c'est la solution. Quand on lit votre livre, on a envie de. C'est une grande théorie que j'ai mis 4 ans à mettre au point. Et qui est il fallait y penser. Disons que c'est fait pour surprendre. Ça surprend. Ça marche. Ça surprend. Ça vous a pas choqué? Ouais. Non, pas du tout, parce que vous nous y amenez petit à petit. Progressivement. Oui, progressivement. Disons que c'est aussi une réflexion, ça m'a permis une réflexion sur notre rapport avec les vaincus. Jadis, on avait des prédateurs,
Et on avait peur je sais pas, des tas d'animaux. Actuellement, on n'a plus peur des animaux parce qu'on les a tous vaincus. Et les grands prédateurs, on peut les voir aux eaux de Vincennes où ils font grise mine. Je me suis dit, bon, et maintenant, quel est notre comportement par rapport aux autres animaux? Et donc, à travers la réflexion sur le père de nos pères, sur le chaînon manquant, il y a une autre réflexion parallèle qui est, nous définissons par le comportement que nous avons avec les autres animaux et plus précisément avec le bétail. Parce que le bétail, ce sont des animaux qui naissent, je dirais, coincés dans des lieux dont ils ne sortiront pas, où leur croissance est accélérée. Tout ça pour que nous ayons une meilleure viande. Et je crois qu'il y a une réflexion à avoir. D'après vos personnages, ce bétail, donc je ne citerai pas le nom du bétail. Je crois qu'on va y arriver doucement. Non, je ne vous laisserai pas y aller, Bernard Werber. Ces animaux savent qu'ils vont mourir et qu'ils vont être tués, donc finalement ils sont plutôt pressés de mourir. Enfin, c'est dit autrement, mais c'est dit un peu comme ça. Par rapport au bétail, donc on va dire bétail en général, je ne vais pas préciser plus, mais j'ai fait des études dessus et je me suis aperçu que les animaux, en rentrant dans les abattoirs, savent qu'ils vont mourir, parce qu'ils sont moins bêtes qu'on ne le croit. Et en général, ils lâchent une urine qui signale aux autres, n'y allez pas, ça me l'air un endroit de mort. Et les animaux, en s'imprégnant de cette hormone de stress au maximum. Et la viande que nous mangeons est une viande qui a eu peur avant de mourir. Et pourtant, on fait d'énormes efforts actuellement pour que les animaux n'aient pas peur. Ils ont encore très peur. Et quand nous mangeons ces animaux remplis de stress, nous prenons leur stress. Et ça explique peut-être aussi notre crispation, notre nervosité dans la société moderne, c'est que nous mangeons une viande qui a souffert et qui au dernier moment s'est dit « Oh là là, c'est terrible, je me trouve dans un endroit pas possible » et pof, elle s'est fait tuer. Avant c'était pire, il y avait un maillet par exemple pour les bœufs et on les tuait, enfin il y avait des types qui devaient tuer 300 ou 400 vaches par jour. Et ils n'étaient pas toujours bien adroits, alors parfois ils les tuaient à moitié, ils fracassaient juste le crâne, et la vache, avec le crâne à moitié fracassé, courait dans la cour où elle était complètement en furie. Et c'était terrible, et les types buvaient énormément pour arriver à tenir. Et il y avait des pathologies, d'ailleurs des pathologies psychologiques liées au fait de travailler dans les abattoirs. Maintenant, c'est un peu plus propre, on cache énormément à l'animal pour qu'il se doute de rien. Mais malgré tout, il s'en doute. Il voit venir le truc. On parle de beaucoup de choses avec vous, Bernard Werber. De l'orgasme au bétail à l'abattoir, voilà. Je crois que c'est une prise de conscience. C'était le sujet du jour. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir à un moment. On mange une viande qui a souffert. Et je crois que c'est un des objectifs qu'on peut avoir, c'est manger une viande qui n'a pas souffert. Jean-Louis Murat, et puis on se retrouve tout de suite après Bernard Werber. Mauvaise idée. Oh, tout est là. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Oh, tout est Bernard Werber, aux origines de l'humanité, un thriller paléontologique, un polar scientifique si vous préférez, avec le père de nos pères, un roman qui paraît donc chez Albin Michel. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'affirmation d'un des personnages qui s'appelle Isidore Katzenberg? Alors en revanche, j'ai du mal à retenir les noms parce que c'est des noms toujours un peu compliqués. Isidore Katzenberg et Lucrèce Nemrod, c'est bon. Oui, mais il y en a d'autres, il y en a encore d'autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec son affirmation? Donc ce qui ralentit l'homme dans sa progression, c'est sa fascination pour son propre passé. Oui, c'est un petit règlement de compte pour la psychanalyse avec lequel j'ai eu des démêlés l'année dernière. Je dirais des démêlés parce que j'ai vu une de mes amies qui était bien avant de faire sa psychanalyse et qui a foncé à la dépression. Et je me suis dit, oh là là, il y a un truc. Et en même temps, j'ai l'impression que la psychanalyse, c'est quelque chose qui va devenir peu à peu obligatoire, ou en tout cas très répandu. Et je me suis dit, bon, tout le monde a des problèmes dans son passé. Il y a deux attitudes. Soit on va voir les problèmes, et dans ce cas, on essaie des problèmes relatifs à l'enfance, généralement, et à la famille, justement. Voilà. Soit on continue droit devant. Alors, cette question s'est posée de manière assez aiguë, je dirais pour moi, dans la mesure où j'hésitais à faire une psychanalyse, et je me suis dit, bon, on va peut-être pas regarder le rétroviseur, il y a toujours des problèmes, on a tout le temps des reproches à faire à ses parents, à sa jeunesse, à ses professeurs, bon, on va passer l'éponge et je regarde devant.
Et c'est un peu l'attitude de mon personnage, Isidore Katzenberg, qui au moment où la jeune fille lui dit attendez, il faut comprendre dans le passé ce qui s'est produit, qui explique pourquoi l'homme en est là, lui il lui dit mais non, il faut arrêter de regarder le passé, il faut arrêter avec les traumatismes je dirais des guerres, avec les traumatismes de tous ces événements qui ont fait l'histoire de l'humanité, et maintenant il faut aller regarder devant, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et lui imagine l'arbre du futur, justement. Voilà. L'arbre généalogique, finalement, n'a pas beaucoup d'importance. On peut le faire, mais on connaît les grandes dates, on peut remonter dans le temps, dit-il. Et en revanche, l'arbre du futur, on peut l'imaginer. Alors là, bon, c'est assez complexe, mais ça, c'est vraiment de la fiction. C'est impossible à faire, cet arbre du futur. Si vous voulez bien nous expliquer, donc, comment on peut faire ça? Je crois au contraire que c'est très facile. Déjà, il faut un tableau immense, hein. Voilà. Mais même avec un papier et un crayon, il suffit de dire, bah tiens, demain il y a la guerre atomique, ou demain il n'y a pas la guerre atomique. Voilà, et ça c'est déjà un premier futur. Demain, il y a donc, plus de chômage, demain, il y a moins de chômage, etc. Voilà, on etc. prend tous les éléments sociologiques, militaires, scientifiques, je sais pas, de météo, demain il y a un tremblement de terre, c'est pas demain, c'est après-demain. Et en essayant de voir toutes les hypothèses, on regarde. Si jamais il n'y a pas la guerre atomique, mais il y a un tremblement de terre, mais il y a des mouvements sociaux, mais alors on tombe sur une solution de futur. Oui, mais c'est impossible à faire, on ne peut pas tout imaginer, Bernard Werber. C'est impossible en théorie. Dans la fiction, c'est possible, il le fait, lui. Voilà, il le fait, et je pense, on a des ordinateurs de plus en plus puissants, sans arriver à prévoir tous les futurs, on peut regarder des tendances. Et je crois que ça aiderait beaucoup les politiciens qui souvent ont du mal à expliquer leur politique. C'est-à-dire que je crois que la plupart des politiciens font des politiques sur 7 ans pour être réélus. Or, les politiques, certaines ont besoin d'être faites sur 100, sur 200 ans. C'est-à-dire par moment, il faut une réforme qui, a priori, est antipathique, déplaît au peuple et semble complètement stupide. Mais si on ne la fait pas, on va avoir des problèmes dans 20 ans ou dans 30 ans. Et actuellement, j'ai l'impression qu'à cause des sondages, les politiciens ont tous tellement la trouille d'être impopulaires qu'ils n'osent plus prendre de décisions sur le moyen et le long terme, ils ne prennent que des décisions sur le court terme. Or, s'il y avait un arbre des futurs, ils pourraient montrer, expliquer, regardez, si on ne fait pas cette réforme, on va avoir ça, 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 c'est-à-dire que dans 10 ans, on aura ce gros problème, et dans 30 ans, là, ça va devenir intenable. Donc, il vaut mieux vaut mieux tout de suite changer, même si c'est un peu pénible là. Par la suite, nos petits-enfants vous diront merci. Voilà, donc Bernard Werber, ça aussi on le trouve dans votre livre. On trouve énormément de choses en fait. Il y a beaucoup on pourrait dire, on peut s'accrocher à plein de thèses différentes. On s'attache aux personnages. On part dans le suspense aussi en ayant envie d'avoir la réponse à la grande question. D'où venons-nous? Vous ne l'avez pas dit, c'est très bien. Bernard Werber, le père de nos pères. Un roman qui paraît chez Albin Michel.